Alors, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être ici. Merci aussi à l'Observatoire international des droits linguistiques et à l'École de droit, à la Faculté de droit d'avoir organisé cette rencontre. La semaine dernière, lors de la visite de mon collègue et ami, le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, alors Graham et moi, nous avons souligné cet anniversaire à Fredericton en compagnie du premier ministre qui s'est joint à nous, plusieurs députés ainsi que des représentants du monde associatif, du monde éducatif et culturel. Dans son allocution lors de cette cérémonie, M. Fraser déclarait, et je cite, « Au-delà de la lettre de la loi, il y a l'esprit de celle-ci. Pour que l'esprit de la loi soit respecté, un esprit d'ouverture et d'inclusion, il faut que les Canadiennes et les Canadiens reconnaissent que le français et l'anglais et les cultures qui sont véhiculées par ces deux langues officielles leur appartiennent. Il est essentiel que le sens du « nous » soit élargi. » En repensant à ce passage de son discours, je me disais que ce sens du « nous » au Nouveau-Brunswick avait beaucoup progressé. Ceux qui ont mon âge, et même les plus vieux, là, comme Jacques, vous vous rappellerez les perceptions et les attitudes qui régnaient au moment de l'adoption de la première loi sur les langues officielles. Moi, je vous suggère qu'on a parcouru un chemin depuis ce temps-là. En 2009, lors de l'occasion du 40e anniversaire de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, mon bureau a participé à la réalisation d'un sondage sur les langues officielles, le bilinguisme, les droits linguistiques. Le résultat de cette étude menée par Continuum Research sont fort intéressants. 4 Néo-Brunswickois sur 5 ont déclaré qu'ils appuyaient le concept de la loi sur les langues officielles. Bien qu'il existe une différence entre l'appui selon la langue maternelle, d'importantes majorités des deux groupes linguistiques, dont 75% des anglophones, appuyaient la loi et les principes sur lesquels elle est fondée. Un taux semblable de gens se disaient fiers d'être résidents du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada. Ce sondage a aussi révélé que nos deux communautés linguistiques n'ont pas toujours les mêmes perceptions quant à d'autres aspects des langues officielles. Par exemple, 55% des francophones jugent que le futur de la langue française est menacé, alors que seulement 22% des anglophones sont du même avis et partagent l'opinion que la langue française est menacée ici au Nouveau-Brunswick. Je pense que ces deux pourcentages sont révélateurs. Je crois qu'en effet, ils peuvent expliquer en partie l'incompréhension de la raison d'être de nos institutions distinctes et de la dualité protégée par l'article que nous célébrons aujourd'hui. Au cours de mes 2 mandats à titre de commissaire, j'ai rencontré des centaines et des centaines de Néo-Brunswickois. Ma propre expérience, mes échanges avec les gens, confirment le résultat du sondage. En matière de services dans la langue officielle de son choix par les institutions du gouvernement, ceci apparaît comme une évidence pour la majorité des anglophones et des francophones de notre province. Par contre, la dualité dans la prestation de certains services l'est moins. Pourtant, la dualité ne date pas d'hier. Il est vrai que nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire de l'inclusion de l'article 16.1. Toutefois, comme on l'a mentionné plus tôt aujourd'hui, cet article découle de la loi sur l'égalité de nos deux communautés linguistiques qui remonte à il y a environ 32 ans. Dans le cadre de mon mandat de promouvoir les langues officielles au Nouveau-Brunswick, mon bureau a tenté plusieurs efforts pour accroître cette compréhension de la dualité
par divers moyens, dont notamment la publication d'une brochure sur le bilinguisme officiel et sur la dualité linguistique. Et on a distribué cette brochure-là dans tous les quotidiens et dans plusieurs hebdomadaires du Nouveau-Brunswick. Dans ce document, nous citons d'ailleurs le professeur de sciences politiques Don Desseroud, qui déclare ce qui suit. Societies cannot ensure the equality of linguistic communities passively, because it is rare that such communities will be equal in strength and power. Minorities are always at risk, for no other reason than the fact that majorities have such an overwhelming impact on culture and shared experience. That is why liberal democratic societies, through the state, take measures to protect such communities. Cette brochure n'a pas passé inaperçue et nous avons reçu plusieurs coups de fil, courriels, etc., de gens à qui on a dû expliquer pourquoi on utilisait des fonds publics pour mieux expliquer la dualité. Et on a fait notre travail, et je pense que la plupart des gens ont compris. Toutefois, je suis d'avis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et ce travail est essentiel. Quand l'incompréhension en matière de dualité et d'autres questions de droit linguistique alimente les mythes alimentent les préjugés et les préjugés créent une division. Plus jamais, selon moi, un dialogue renouvelé est nécessaire entre nos deux communautés. Ce dialogue, comme le disait mon ami Graham la semaine dernière, en parlant du nous, ce dialogue, c'est l'affaire de tous et de toutes. L'anniversaire que nous célébrons est le résultat d'un fort leadership qui a été exercé par des femmes et des hommes qui ont compris la valeur et la nécessité de protéger nos deux langues officielles et les cultures qui y sont associées et nos deux communautés de langues officielles. Ces gens-là ont su reconnaître que des institutions distinctes pour chaque communauté étaient le meilleur moyen d'assurer la vitalité des deux langues et des deux cultures. Ils ont compris que des institutions distinctes n'étaient pas un signe de division. Au contraire, c'est un signe de respect afin de favoriser l'épanouissement de nos deux groupes. Si les gens ont majoritairement dit lors de ce sondage qu'ils étaient fiers, qu'on était officiellement bilingue et qu'on avait deux communautés linguistiques fortes, il va falloir que des efforts soient faits pour maintenir les deux communautés, et surtout la communauté qui est plus petite en nombre. Il a fallu expliquer, parfois même défendre des idées qui n'étaient pas toujours bien comprises dans certains milieux. Alors, nous sommes reconnaissants à ces femmes et ces hommes qui, depuis plusieurs décennies, s'acharnent à le faire. Et il y en a qui sont ici aujourd'hui. Et on vous doit un merci sincère. La particularité de l'article 16.1 est qu'il doit être orienté vers l'action. Ce n'est pas, selon moi, une simple déclaration de principe de la part du Nouveau-Brunswick. C'est un engagement à agir afin, d'une part, de maintenir les deux langues officielles et les cultures qui y sont associées, et d'autre part, de favoriser l'épanouissement de nos deux communautés linguistiques officielles. Comme on mentionnait ce matin, Serge mentionnait l'arrêt Charlebois, eh bien, la Cour nous disait dans ce jugement, cette disposition confirme sur le plan législatif l'obligation positive d'agir pour le gouvernement provincial. Par ses engagements législatifs et constitutionnels, le Nouveau-Brunswick a accepté qu'il est de son devoir de prendre toutes les mesures favorables au maintien et au développement de nos communautés de langues officielles. Il reconnaît ainsi que les deux langues et les deux cultures véhiculées par ces communautés constituent l'héritage commun de tous les Néo-Brunswickois, et qu'elles doivent trouver un climat propice à leur développement. Nous le savons tous, l'égalité sur le plan juridique ne signifie pas nécessairement une égalité dans les faits. Voilà où l'action politique, collective et citoyenne doit se jouer.
La loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick et l'article 16.1 sont en quelque sorte les éléments d'un contrat social. Ce contrat doit être actualisé, mis en œuvre dans la vie de tous les jours. Tous conviendront que les politiques, les lois, les règlements sont des instruments essentiels pour protéger et promouvoir les droits linguistiques des minorités. Des progrès notables ont été réalisés grâce à ces instruments. Toutefois, et nous conviendrons tous que la vitalité d'une langue ne repose pas seulement sur ses outils, tout aussi importants qu'ils soient. Parfois, et là, je sais que souvent les gens sont sensibles ici, là, pour avoir vu la réaction lorsqu'Yvon Thériault, Joseph Yvon Thériault avait suggéré que les juristes prenaient trop de place. C'est pas ce que je dis. Parfois, je me demande s'il ne crée pas un faux sentiment de sécurité. Une langue, vous le savez, c'est d'abord et avant tout des gens qui l'utilisent dans leur vie de tous les jours. L'effort individuel est aussi important que l'effort collectif pour faire rayonner sa langue. Célébrer nos droits linguistiques devrait toujours être l'occasion de rappeler que nous tous, jeunes et moins jeunes, francophones et francophiles, chacun de nous, nous avons un rôle déterminant à jouer pour faire rayonner cette langue. Je termine mon mandat et je quitte sans avoir de réponse ou de grandes déclarations sur l'état des lieux. Ce n'est pas mon genre. Mais je me pose quand même certaines questions, ou c'est des questions que je me pose depuis le début de mon mandat. Et je vais vous les partager. J'ai commencé cette allocution tout à l'heure en parlant des perceptions différentes entre francophones et anglophones sur l'avenir de la langue française au Nouveau-Brunswick. Qu'en est-il de la perception des francophones par rapport à leur langue? Comme je le disais, tout près de 50% ne la voient pas menacée. On regardait les résultats de recensement dernièrement et une analyse que l'Institut a fait pour nous. Il semble y avoir une tendance, selon les derniers recensements, qu'on la parle moins à la maison chez les francophones. Est-ce que les gens se sentent responsables individuellement à participer aux efforts collectifs pour la vitalité de notre langue? Ou est-ce qu'on perçoit que la responsabilité est ailleurs? C'est une question que je me pose. Leurs attitudes, en particulier celles des jeunes, auront sans doute une grande importance pour l'avenir du français chez nous. Reçoivent-ils les messages qui les incitent à jouer un rôle? Quelle image les médias projettent-ils du français et de notre communauté, francophone et acadienne? Et est-ce que cette image incite les gens, surtout les jeunes, à vouloir en faire partie? Que faisons-nous pour encourager les francophones et francophiles à mieux maîtriser leur langue? C'est toujours un sujet d'actualité, comme vous le savez. Cultivons-nous une fierté d'appartenir à la francophonie internationale, par exemple? Faisons-nous suffisamment d'efforts dans nos vies quotidiennes pour nous prévaloir de nos droits linguistiques? Lorsqu'on a à recevoir un service du gouvernement, même si c'est notre droit, c'est clair, est-ce que nous demandons un service dans notre langue? Lorsqu'on fait affaire avec une agence ou avec un commerce, est-ce qu'on demande un service dans notre langue? Hier, je suis allé au Saint-Hubert, j'en parlais avec la doyenne, j'étais en ligne, et les gens à l'accueil recevaient les gens dans les deux langues et offraient aux gens le choix d'un menu en français ou en anglais. Il y avait deux dames devant moi, je pense que c'était une mère et son adolescente, et ils parlaient français entre eux. Et puis quand ça a venu à leur tour, la jeune dame les a accueillis dans deux langues. Alors, bonjour, vous voulez un menu en français ou en anglais? Et à ma grande surprise, la mère a dit en anglais, s'il vous plaît. Elle a dit ça en français. Alors, en voyant des exemples qui peuvent sembler être bénignes ou insignifiantes, je me pose ces questions-là. L'encadrement juridique des droits linguistiques est essentiel, mais ces garanties ne doivent jamais nous faire oublier qu'une langue, c'est d'abord les gens qui la parlent et qui la vivent au quotidien. Merci beaucoup.